podcast. La justice française doit-elle être plus sévère en matière pénale avec les mineurs qui franchissent la ligne rouge ? À l'heure où nous enregistrons cet épisode, les débats ont encore lieu à l'Assemblée et au Sénat autour d'une proposition de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal pour faire évoluer, certains diront durcir, la justice des mineurs. Mais au fait, que prévoit ce texte ? Est-ce une réforme en profondeur de la justice pénale des mineurs ? Quelle réponse apporter face à la délinquance juvénile ? Tout ça, on en parle avec vous. Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats. Et vous, Solène Debar, bonjour. Bonjour. Liste en droit pénal, responsable du pôle pénal auprès de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Très rapidement, cette réforme, elle durcit la justice des mineurs ou pas ? Pour moi, elle durcit pas, elle réajuste plus exactement, puisqu'en fait, elle réintroduit ce qui avait été supprimé en partie. Et elle s'adapte aussi à la réalité criminelle d'une petite partie des mineurs qu'on appelle ultra-violents. Donc c'est pour nous plus de liberté pour le magistrat dans les moyens et les possibilités d'adapter une réponse pénale. Solène Debar ? Évidemment, le point de vue des avocats est un petit peu différent. Pour nous, c'est clairement un durcissement de la répression. En fait, on va faire primer la répression par rapport à l'éducatif. On va développer tout ça. Vous n'êtes pas d'accord, on va vous entendre toutes les deux. On va développer ça dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. En France, depuis 80 ans, la justice pénale des mineurs se fonde sur un texte de référence, la fameuse ordonnance du 2 février 1945. À l'époque, au sortir de la guerre, la France acte la distinction entre la justice des mineurs et celle des majeurs, avec ce principe: l'éducation plutôt que la répression. Illustration dans un ancien bagne pour enfants. Le bagne d'enfants est mort. Comme à Saint-Maurice, dans ce centre qui pourra servir d'exemple aux autres, on ne parle plus de châtiment, mais de rééducation. Saint-Maurice est le résultat des récentes mesures qui ont changé l'orientation du problème de l'enfance délinquante. Ici, pas de barreaux. Le ciel, la terre, le vent. C'est dans cette liberté que par le travail, l'éducation, l'instruction, on essaie de rendre aux jeunes esprits troublés les qualités d'un enfant qui pourra devenir un homme. Mais dans les années 90, un débat émerge. La droite trouve la justice pour mineurs trop laxiste. En 1995, des émeutes font rage dans les banlieues françaises. Alors, le gouvernement de l'époque, sous la présidence de Jacques Chirac, décide de réformer. On est en 1996. Écoutez. Une justice plus rapide pour les mineurs en France, c'est l'idée force d'un avant-projet du ministère de la Justice. Le nombre d'adolescents, voire d'enfants délinquants augmente considérablement, notamment avec le trafic de drogue. Et la législation actuelle est mal adaptée. Procès à huis clos, c'était le 7 décembre dernier à Créteil. 4 mineurs de moins de 13 ans étaient jugés pour le meurtre d'un clochard à Vitry. Plus de 2 ans séparaient les faits du procès. Trop long, dit Jacques Toubon. Le garde des Sceaux veut une justice rapide pour les mineurs, une comparution à délai rapproché d'1 à 4 mois maximum. En 2002, rebelote, le gouvernement présente un nouveau texte. Objectif, plus de répression. Au cœur du projet de loi, un renforcement des sanctions envers les mineurs. Pour un délit, la détention provisoire deviendrait possible dès l'âge de 13 ans, contre 16 actuellement. Les mineurs incarcérés seraient par ailleurs regroupés dans des centres de détention spécifiques à l'écart des prisons actuelles. Autre aspect, la loi permettrait de prononcer des sanctions éducatives dès l'âge de 10 ans. Des centres éducatifs fermés seraient également créés pour les mineurs de 13 à 18 ans. En cas de fugue, l'incarcération serait possible. Pour autant, le garde des Sceaux de l'époque, Dominique Perben, qui porte la réforme, rassure. C'est vrai, nous voulons explorer d'autres voies et qui maintiendront, je tiens à le dire, parce que c'est ma conviction profonde, un équilibre entre éducation et sanction. Car c'est bien là le fond du débat. Comment arbitrer entre éducation
et répression. Un débat qui va se poursuivre les années suivantes, avec toujours en toile de fond la critique de l'ordonnance de 1945. En 2006, c'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui s'y attaque. Cette ordonnance a vieilli, parce qu'un mineur de 1945 n'a rien à voir avec un mineur de 2006. En 2008, le voilà désormais président de la République. Sa ministre de la Justice s'appelle alors Rachida Dati. Même son de cloche. Alors que la délinquance diminue, la délinquance des mineurs, on a du mal à la faire diminuer de manière substantielle. Donc il est important d'avoir un texte adapté. Et c'est vrai qu'à cette époque, la délinquance des mineurs augmente. Le gouvernement veut un texte plus répressif, ce qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs de la magistrature, comme cette juge des mineurs. Écoutez. Moi qui ai eu l'occasion professionnellement de voir des enfants de 13 ans et quelques semaines en prison, je peux vous assurer que ce sont des enfants déboussolés, ce sont des enfants perdus. Et si par malheur, ils acquièrent des repères en prison, c'est pire que tout. C'est-à-dire que leurs repères vont être carcéraux. Vous imaginez ensuite pour trouver sa place dans la société. En 2012, cette fois la gauche est au pouvoir et elle s'emploie à détricoter les réformes du gouvernement précédent pour mieux coller à l'ordonnance de 1945. À peine installée, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a donné le ton en annonçant cette semaine la suppression des tribunaux correctionnels spécifiques pour mineurs récidivistes ainsi que la suppression des peines planchers. La garde des Sceaux a voulu marquer d'entrée de jeu une rupture avec la politique répressive de l'ancienne majorité. Supprimer ces tribunaux est évidemment un message de laxisme qui est adressé à l'ensemble des Français. Dira le patron de l'UMP de l'époque, Jean-François Copé. Justice trop laxiste, éducation plutôt que répression, le débat ne va bien sûr pas s'arrêter là. On fait un saut dans le temps. Nous sommes maintenant en janvier 2024. Le Premier ministre Gabriel Attal prononce son discours de politique générale. Les violences de juillet dernier ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des très jeunes qui ne respectent plus leurs parents, pour qui la violence semble un moyen comme un autre de tromper l'ennui. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. À son tour, Gabriel Attal annonce réformer la justice des mineurs. Un an plus tard, le texte est examiné au Parlement, puis approuvé par les députés et sénateurs. Mais au fait, que contient cette loi ? Est-ce une réforme en profondeur de la justice pénale des mineurs ? Quelle réponse apporter face à la délinquance juvénile ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Béatrice Brugère, et vous, Solène Debar. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre, non exhaustif, je le précise, bien sûr. Béatrice Brugère, peut-être, pour commencer. Premièrement, il faut bien comprendre que l'ordonnance de 45, qui est le texte fondamental, a été évidemment réformée, amendée plus d'une 50aine de fois. Mais oui, j'ai même entendu 98 fois. Oui. Le chiffre, on ne sait pas, mais c'est beaucoup en tout cas. Tout le temps. C'était illisible. Ça veut dire deux choses. Un, en France, nous n'arrivons pas à réformer dans le temps long. Parce que nous manquons justement, à la fois, et on y viendra peut-être, d'éléments statistiques fiables, d'analyse sociologique profonde, de recul, puisque c'est souvent l'émotion qui l'emporte, malheureusement, sur un domaine qui est extrêmement important, puisque vous le savez, la question de la délinquance, elle commence justement à l'enfance. Il est rare qu'on devienne délinquant une fois adulte, ça arrive bien sûr, mais la majorité, souvent, malheureusement, vient de l'enfance, premièrement. Deuxièmement, la question de la délinquance, elle ne peut pas être séparée de la question de la protection de l'enfance. On s'aperçoit aujourd'hui, et c'est important de l'avoir en tête, que pratiquement un mineur sur deux qui est délinquant est aussi un mineur qui n'a pas été protégé en termes de protection de l'enfance. Et ça, c'est important. Ça veut dire que la justice aujourd'hui n'arrive pas sur ces deux versants, car pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la justice des mineurs, et notamment les 500 magistrats juges des enfants, ont deux casquettes, à la fois la protection de l'enfance et à la fois le côté répressif. Et l'un ne peut pas jouer sans l'autre, mais on n'aura peut-être pas le temps de détailler. Troisièmement, il ne faut pas oublier qu'au sortir de la guerre, et c'est ce qu'on a entendu dans votre documentaire, et c'est assez intéressant, on est sur deux visions. Un,
il faut reconstruire la jeunesse. On est au sortir de la guerre. Et 2, on est sur une philosophie pénale qui se développe dans les années 50. Un mineur, c'est d'abord une victime et il est d'une certaine manière totalement à protéger et un peu déresponsabilisé. Donc, le primat de l'éducatif, qui est un primat pour moi intéressant, doit être revu aussi dans une évolution de la sanction. C'est-à-dire qu'une bonne éducation, c'est aussi une sanction intelligente qui arrive à temps, qui est comprise et qui n'arrive pas trop tard comme c'est le cas, et c'est pour ça qu'il y a eu plein de réformes, qui est parfois incomprise et qui est mal mise en œuvre. Solène Debar. Je pense qu'il manque peut-être dans votre récit ou ce qui a été rapporté, en fait, surtout la grande étape du Code de la justice pénale des mineurs, qui a effectivement rebattu les cartes, si je puis dire, de l'ordonnance de 1945. Il y a beaucoup d'articles qui ont été repris, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés qui sont apparues avec ce code. Et ce qui me semble très important, vous avez effectivement parlé de M. Perben et de sa loi en 2002, mais cette loi est passée, si je puis dire, à la moulinette du Conseil constitutionnel, qui en a profité pour dégager des PFRLR, donc des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, extrêmement intéressants et fondateurs de la justice pénale des mineurs, et qui consacre 3 principes à valeur constitutionnelle, puisque des PFRLR, à savoir l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. Et ces mesures sont prononcées par une ou des juridictions spécialisées selon des procédures appropriées. On va revenir sur tout ça et on va expliquer de façon ultra pédagogique comment ça se passe aujourd'hui, la justice des mineurs, comment ça se passe aujourd'hui et comment ça se passerait si cette loi est votée. Mais d'abord, la délinquance des mineurs. Question peut-être qui fâche, est-ce qu'elle est en augmentation ou pas ? On l'entendait dans le récit documentaire, elle augmentait dans la décennie 2000-2010. On en est où aujourd'hui ? Alors, c'est comme souvent en France, et c'est ce que je regrette, dès qu'on parle de la justice des mineurs, c'est très polémique. On le sent, c'est très irritant, on va dire. Et on manque, à mon avis, de rationalité, de pédagogie, d'outils fiables. Alors là aussi, encore, c'est pas moi qui le dis, c'est un excellent rapport qui a été fait par le Sénat en 2022 sur la prévention de la délinquance, qui commence par dire... En fait, on est assez gêné parce qu'on s'aperçoit que les outils statistiques qui sont donnés ne sont pas fiables. Alors, ils ne sont pas fiables pas parce qu'il y aurait une volonté de mentir de la part du ministère de la Justice. Ils ne sont pas fiables parce que tout simplement, les chiffres sont incomplets, sont anciens. Il y avait des trous dans la raquette qui sont extrêmement importants. Et ils ne sont même pas concordants avec ceux du ministère de l'Intérieur. Donc déjà, il y a une difficulté à poser une cartographie, ou en tout cas, si vous voulez, une visibilité pour savoir de quoi on parle. Et comme on ne sait pas exactement de quoi on parle, tout le monde parle n'importe comment. C'est-à-dire qu'avec son prisme, son émotion, sa vision, parfois son idéologie, chacun répète des choses qui sont souvent très fausses dans les débats parce que beaucoup ignorent. Mais il y a quand même des chiffres, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et ce que l'on peut remarquer... c'est qu'en fait, vous avez une explosion de la violence sur les atteintes aux personnes qui sont révélées, et notamment sur les stupes. Ces chiffres, ils existent, mais on n'a pas une cartographie qui permet de consolider, et parfois ils sont contradictoires, donc c'est compliqué. Difficile d'établir une tendance. Pour autant, les praticiens que nous sommes voient quand même un rajeunissement dans la violence. Vous savez, tout le monde a entendu ce jeune tueur à gages de moins de 13 ans. 14 ans, effectivement, un tueur à gages de 14 ans. Et de plus en plus de mineurs utilisés dans aussi la criminalité organisée, les réseaux, le narcotrafic, etc., les stupes, etc. En fait, il y a quand même des signaux d'alerte réels. Ça se rajeunit, c'est plus violent, et des pédopsychiatres avec lesquels nous on travaille nous disent surtout qu'ils constatent souvent un manque d'empathie. Vous savez, ce qu'on appelle la violence gratuite, qui est assez inquiétante et qui nous laisse penser que justement la justice pénale doit intervenir assez rapidement et de manière assez efficace. Solène Debar, vous partagez cette analyse ? Moi, je ne peux pas me prononcer sur ces explosions. Je ne représente ni un parti, ni un autre, ni un syndicat. Moi, je représente, si je puis dire, simplement ma pratique et celle de mes confrères au barreau de Paris. Ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, on a
toujours des jeunes qui sont présentés devant les juridictions mineures, mais je peux constater à mon échelle qu'on a par exemple moins de déferrements en ce moment. On a moins de jeunes qui sont déférés. Donc c'est vrai que le déferrement, c'est quand même relié textuellement et factuellement et objectivement à des faits graves où la personne, c'est-à-dire le mineur, doit être tout de suite présenté à un juge des enfants devant les juridictions mineures. Avant d'évoquer la dernière réforme voulue par Gabriel Attal, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux de la justice des mineurs actuellement, c'est-à-dire son fonctionnement en ce moment, avant la réforme. Pour ça, je vous propose d'écouter d'abord un document de France 2 que j'ai trouvé assez pédagogique. C'est une archive de 2024. Écoutez. Comment les mineurs sont-ils jugés aujourd'hui ? Les adolescents sont responsables de leurs actes à partir de 13 ans, mais jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas traités comme les majeurs. Quelle peine encourent-ils ? La priorité est donnée aux mesures éducatives, mais en cas d'acte grave ou de récidive, les mineurs peuvent aussi écoper de peines, travaux d'intérêt général, détention à domicile et même emprisonnement. En mars, 743 mineurs étaient incarcérés. La durée de la peine est en principe divisée par 2 en raison de ce que l'on appelle l'excuse de minorité, mais à partir de 16 ans, ce n'est pas systématique. Cette excuse de minorité peut être écartée par le magistrat et que cela arrive lorsque le crime ou le délit est particulièrement grave. Alors, on en arrive à cette réforme de la justice des mineurs initiée par Gabriel Attal. Est-ce qu'on peut détailler peut-être les différents points de la réforme, ce qui va changer ? Donc, il y a d'abord la comparution immédiate. Jusqu'à présent, la procédure de comparution immédiate ne concernait que les majeurs. Est-ce qu'on peut expliquer ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce que sinon on se trompe de débat sur la justice des mineurs, c'est que la PPL dite Attal, parce que le texte initial ne ressemble pas tellement au texte final, l'idée c'est de répondre à un segment de mineurs ultra-violents. Comment on répond à des délinquants qui peuvent avoir 16, 17 ans, qui peuvent faire 1m80, parce que dans mineur, vous savez, c'est 0,18, je vais dire. Donc, il n'y a rien à voir entre un enfant de 10 ans et évidemment un jeune ado de 17 ans qui va faire 1m80 et qui est quasiment un homme. On va quand même dire les choses, alors peut-être pas psychologiquement, mais physiquement. Et donc, comment on répond à ce segment que l'on a identifié de mineurs que la justice pénale n'arrive pas à stopper dans une escalade de la violence et de la délinquance, donc ils sont déjà connus. C'est ça qu'il faut comprendre. On a déjà tout essayé. Donc, c'est sur ce segment-là, cette PPL, elle répond à ce segment-là de mineurs qu'on appelle ultra-violents, délinquants, sur lequel on a déjà essayé tout ce qui vient d'être dit et ça ne fonctionne pas. Pour eux, il faut aller vite. Justement, il n'y a pas de temps à attendre et on a déjà trop attendu. Et il faut tout de suite mettre ce qu'on appelle la butée ou une limite, qu'à un moment, il faut contenir la délinquance et la violence parce qu'il y a un système de toute puissance. Et si la justice n'est pas contenante et en tout cas n'est pas assez dissuasive, en réalité, elle est contre-productive. Donc c'est ça l'idée. Donc ça, c'est la première proposition. Alors elle a pris des noms... de comparution immédiate, Voilà. effectivement, pour les mineurs. En l'état, elle ressort avec le consentement, si j'ai bien compris, du mineur et des tuteurs, enfin des parents. Cette comparution immédiate, certains reprochent à cette procédure que ce soit une justice brutale, rapide, qui ne permet pas de bien préparer sa défense, et donc que ce ne serait pas forcément adapté aux mineurs. C'est votre point, vous, Solène Debar, ou pas sur cette comparution immédiate ? C'est-à-dire qu'il existe déjà cette audience unique qui peut intervenir extrêmement rapidement et qui correspond à mon sens exactement à la philosophie d'une répression rapide, effectivement, pour les faits les plus graves. En fait, par exemple, pour les faits criminels, l'audience unique, l'incarcération, le passage devant le JLD, ensuite l'incarcération, détention provisoire, est tout à fait possible dans les cas les plus graves, à savoir les faits criminels. Ça existe déjà, en fait, et cette procédure est déjà extrêmement rapide. Juste, excusez-moi de vous interrompre, c'est pour que le débat soit bien clair. Cette procédure, elle vise justement pas le criminel que vous avez. On sait qu'au criminel, on a ce qu'il faut pour la détention, donc c'est pas le criminel qui est visé. C'est le délictuel. C'est le délictuel grave, c'est-à-dire des violences avec armes, des extorsions, etc. Et en fait, c'est ça le cœur de cible. Le reste, on sait qu'on a déjà ce qu'il faut. Mais le délit... Enfin, je suis désolée, mais ça existe déjà en fait aussi pour le délictuel. Pas de présentation, pas de possibilité de comparution rapide. En tout cas, ce que je voulais juste dire, c'est que moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que je comprends
qu'il faille répondre aux mineurs ultra-violents. Mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça représente heureusement, une ultra-minorité de la population et des faits, quand bien même il peut y avoir un zoom, ce qu'on appelle un effet zoom, sur des faits ultra-violents. Sauf que le problème, c'est qu'une loi est générale. Donc à partir du moment où on va clencher sur ces dispositions, c'est la porte ouverte. C'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que c'est la porte ouverte, effectivement, à mon sens, à plus de répressifs. Sur ce point de la répression, il y a aussi dans ce projet de loi la création d'ultra courtes peines de prison, moins d'1 mois. C'est quoi l'idée ? Est-ce que ces ultra courtes peines seraient réservées qu'aux mineurs ? Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, l'ultra courte peine, c'est un concept très particulier. C'est 7 à 14 jours. Donc c'est très particulier. 7 à 14 jours de prison. Alors, pour répondre rapidement à votre question, il existait la possibilité avant de prononcer des courtes peines, moins d'1 mois. Ça a été supprimé justement par la réforme de Nicole Belloubet. Mineur majeur. Donc tout le monde a eu ça. L'idée justement, c'est pas d'être répressif contrairement à ce que l'on croit, parce qu'on comprend pas trop, je crois, la sanction. C'est justement d'être extrêmement efficace pour éviter après d'être trop répressif parce que c'est trop tard. Donc l'ultra courte peine, c'est comment tout de suite je mets un stop. Ça marche pour certains mineurs qu'on sort d'un milieu délinquant souvent et sur lequel, pendant ce temps très court, et c'est là où c'est intéressant parce que tout dépend de la manière dont on le met en œuvre, on peut travailler tout de suite de façon transverse et de façon pluridisciplinaire pour identifier la cause de la violence. Et la cause, elle peut être très multiple. Ça peut être un mineur qui est sous addiction, qui est pris dans une bande, qui est lui-même maltraité, lui-même dans un milieu très violent, etc. Donc c'est comment on protège à la fois le mineur de lui-même et également d'autres mineurs qui pourraient être victimes de ce mineur. Pour rebondir sur l'idée que la prison, en fait, finalement, serait un peu la réponse à tout, et notamment à l'ultra-violence. En fait, pour justement faire tant de la justice pénale des mineurs que des majeurs, ça peut correspondre à certaines personnes. Mais la majorité, en fait, ça peut être aussi un faire-valoir. Je suis allée en prison et c'est super. Maintenant, je vais pouvoir augmenter et m'améliorer dans mon réseau. Ça peut être aussi, en fait, un premier pas vers la délinquance ou l'ancrage. Ça peut avoir un effet particulièrement perverse. La prison, je pense qu'il ne faut pas l'éloigner, cet effet perverse. Et j'avais trouvé également un rapport du 9 octobre 2023, donc relativement récent, de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, donc de la PJJ, qui, eux, vont voir les mineurs incarcérés justement pendant le temps de la prison. Ce rapport, donc du 9 octobre 2023 de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, disait que l'enfermement sur les détenus mineurs est une expérience douloureuse en raison des conditions matérielles et du sentiment de dévalorisation ressenti. Il y a également un point très important dans cette réforme, l'idée de toucher au principe de l'atténuation des peines du fait de la minorité, qu'on appelle aussi excuse de minorité. Qu'on comprenne bien, il va y avoir un inversement de cette atténuation. Est-ce qu'on peut expliquer ? Pour revenir sur ce qu'on appelle abusivement ou globalement une excuse de minorité, mais qui est effectivement un principe d'atténuation de peine, c'est simplement que pour les majeurs, le code pénal prévoit par exemple une infraction est punie de 4 ans d'emprisonnement et de, 1 000 € d'amende. Du coup, ce principe d'excuse de minorité ou d'atténuation de responsabilité de la peine va permettre de diminuer par 2 le quantum maximum encouru. C'est-à-dire qu'on passerait de 4 ans, on passe de 4 ans à 2 ans, on passe de 1 000 € d'amende à 500. Voilà, c'est vraiment divisé par 2. Ça, c'est le principe aujourd'hui. C'est le principe, voilà. Et principe qui, je le rappelle, a une valeur constitutionnelle. L'idée, c'est de renverser ce principe, c'est ça, Béatrice Brugère, aujourd'hui ? En fait, nous, on part du principe qu'un mineur doit être jugé non pas comme un majeur, mais comme un mineur. Mais pour autant, il y a une pédagogie. Aujourd'hui, nous sommes sensibles aux critiques qui sont faites à la justice des mineurs dans le débat public récurrent, en disant que la justice des mineurs est toujours laxiste. Et moi, je pense que, tout en conservant ce principe constitutionnel, il faut pouvoir répondre en transparence par une motivation. C'est-à-dire que je crois qu'il y a de la pédagogie à faire pour l'opinion publique, pour éviter que justement on supprime ce principe. Il y a des velléités de le supprimer en vrai tout le temps. On dit toujours la justice des mineurs, etc. Donc c'est un débat. Donc nous on a proposé, puisque c'est vrai qu'elle est quasiment tout le temps à 99,9% appliquée sans se poser vraiment de questions, que le magistrat, au lieu de l'appliquer comme principe, motive cette application et explique pourquoi
il ne l'écarte pas parce qu'il a toujours la possibilité, au nom du principe de l'individualisation des peines, de l'écarter. Et parfois, d'ailleurs, c'est requis par le ministère public, par le parquet. Il le requiert, je pense par exemple à des faits criminels, souvent, on est sur du criminel, des actes de torture et de barbarie, ça existe malheureusement en cour d'assises pour des mineurs, sur des viols, des choses épouvantables. Donc là, il y a une incompréhension. Pourquoi il bénéficierait comme ça de façon systématique? Donc nous, ce que l'on propose, c'est simplement une motivation. Et je pense que la justice a toujours à gagner, quel que soit le domaine, à motiver et à expliquer sa décision. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est de la pédagogie et c'est d'expliquer pour tout le monde. Et ça obligera aussi le magistrat à motiver lui-même et ne pas être dans un automatisme, mais être bien dans une individualisation de la peine. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'exclusion de l'atténuation de peine qui doit être motivée. Donc ce serait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une inversion de la motivation. C'est-à-dire que le juge, désormais, devra motiver, expliquer sa décision de faire bénéficier à un mineur d'une atténuation de peine du fait de sa minorité. Alors si on résume, Béatrice Brugère, Solène Debar, l'objectif de cette réforme, selon vous, Béatrice Brugère peut-être ? La question, c'est de juger plus vite. Tout le monde trouve que la justice est trop lente et sur certains profils, elle l'est. Et quand elle est trop lente, il y a des dégâts collatéraux, y compris pour les auteurs, mais aussi pour des potentielles victimes. Donc notre souci, nous, c'est de donner plus de liberté, plus de moyens aux magistrats pour s'adapter à une délinquance qui est réelle. Voilà. Mais il n'est pas question de remettre en cause du tout. Ça, c'est du fantasme qui est entretenu en permanence. C'est ce que j'appelle les postures et les oppositions factices entre l'éducatif et le répressif. Parce que justement, il vaut mieux une toute petite peine qu'un jour, une perpétuité, comme on le voit parfois pour certains mineurs qui ne sont pas stoppés à temps. Je pense par exemple au dossier qui n'est pas un fait divers, car moi je n'utilise pas cette formulation, du dossier Elias. On a 2 mineurs réitérants qui sont au délictuel, qui vont être jugés au délictuel, qui ont eu des mesures qui n'ont pas été respectées, qui réitèrent et qui sont aujourd'hui renvoyés au criminel pour quelque chose qui est d'une peine qui sera peut-être de l'ordre de la perpétuité. Pour rappel, le jeune Elias qui a été mort poignardé par 2 jeunes qui voulaient lui voler son portable. Il faut réfléchir à ça également, sans posture, sans idéologie, mais avec pragmatisme, tout en respectant en effet l'état du droit, et je pense que c'est possible. Je pense que ça part d'un vrai constat de vouloir accélérer la justice. Elle est déjà relativement grandement accélérée depuis le Code de la justice pénale des mineurs, mais pourquoi pas accélérer? Mais faut-il encore avoir les moyens derrière? Le problème, c'est que Paris, je pense que ça va pouvoir rouler sans problème. Il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup de... Et encore. Mais moi, je pense aux petites juridictions, comment ils vont faire? Je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire. Parce que ce soit les places de prison, que ce soit les éducateurs, que ce soit les juges des enfants, parfois, ils sont que 4 dans une juridiction. Comment vont-ils faire? C'est la question que je me pose. Enfin, après, ok, dans la philosophie, mais je me pose toujours cette question matérielle. Moi, je rejoins, si je dois finir aussi sur un mot de conclusion, on est tout à fait conscient que la loi ne change pas tout et que s'il n'y a pas une vision globale et beaucoup plus généreuse qui mette en lien l'éducation, le social, la psychiatrie, on n'en a pas parlé, mais la pédopsychiatrie est un enjeu majeur, et les moyens et la PJJ, de toute façon, nous réglerons aucun problème qui sont des problèmes de société, qui sont ceux de la violence, qui sont des problèmes pluridisciplinaires extrêmement complexes. Donc la loi, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul outil. Le débat sur la justice des mineurs qui s'écrit en ce moment. Faut-il durcir le cadre existant? Comment appréhender et faire face à la délinquance juvénile? On a les cartes en main pour y voir un peu plus clair. Merci d'avoir été avec nous, Béatrice Brugère. Je rappelle que vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Et merci Solène Debar, avocate spécialiste en droit pénal, responsable du pôle pénal auprès de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.